France Inter. It's morning edition from NPR News. Produce gente en la radio. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un pays, un ravioli ce soir. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. Ah là, j'ai pas pu m'en empêcher. Bonsoir Emmanuel Guillemin-Deschamps. Bonsoir. On n'a pas pu résister à La vie est un long fleuve tranquille, même si aujourd'hui c'est mercredi, ce sera ravioli quand même. Vous signez cette somme incroyable, c'est presque une bible pour les amateurs de ravioli. Ça s'appelle Raviolivre aux éditions Kéribus, un vrai tour du monde. On va traverser la planète avec vous pour voir si tous les raviolis du monde veulent bien se donner la main. Alors au début, je me suis dit, ravioli à Noël, c'est une vraie contre-programmation, c'est pas raccord. Mais en fait, j'avais complètement tort. Il y a plein d'endroits dans le monde où le ravioli peut être un plat de Noël. Ah oui, tout à fait. Par exemple, en Italie, dans le nord de l'Italie, on va manger les tortellini ou les capelletti de Noël. Au Canada, moi, j'ai dégusté des plots. Ah, la fameuse plotte. Voilà, avec une famille québécoise. Et oui, il y a pas mal de pays. Alors, ça peut être aussi pour le Nouvel An. En tout cas, c'est souvent un plat de fête. Alors, puisque vous étiez dans la plotte, moi, j'allais dire qu'il y en a certains qui sont très intrigants, puis il y a ceux qui sont un peu nos préférés. Mon préféré, moi, ça reste la plotte, parce qu'en plus, il y a un petit côté graveleux, grivois, même avec la plotte, parce qu'on va le dire, la plotte, disons, appelons un chat, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça veut dire la chatte, en fait. C'est en argot québécois. C'est un mot d'argot québécois. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, celle-ci? Alors, c'est une boule. Et ce qui est particulier, c'est un peu la farce qui est faite avec du clou de girofle. Donc c'est une farce qui rappelle un peu le Moyen Âge. Et bon, elle est un peu grasse, mais elle se mange bien avec les huîtres et la dinde. Parce que ce qu'il faut dire, Emmanuel Guillemin-Deschamps, c'est que vous faites un vrai tour du monde des raviolis. On va y venir, on va aller dans certains pays, mais vous avez des critères, et je dis ça très très sérieusement. Vous traitez uniquement les pâtes farcies se tenant par elles-mêmes, celles qui sont de petite taille. Il faut 1 ou 2 bouchées seulement pour les manger, cuites essentiellement à l'eau, vapeur ou bouillie, et la pâte et la farce doivent cuire en même temps, parce que ça veut dire que si vous aviez sorti ces critères-là, on aurait 18 tomes, c'est ça l'idée? Oui. ça aurait fait une encyclopédie, parce que oui, j'ai pas pris tout ce qui était frit ou cuit au four, parce que sinon on tombait dans les chaussons, dans les friands, dans les farcis de tout genre. Et là, il fallait un peu se restreindre. Alors malheureusement, ça a fait que j'ai pas pu en trouver en Afrique ou à peine en Amérique. Oui, c'est vrai, c'est intéressant d'ailleurs. Ni en Afrique, ni en Amérique. Oui, je suis sûr qu'il y en a. C'est juste que je les ai pas trouvés. Ils n'étaient pas assez bien documentés, peut-être. Ou, écoutez, à distance, c'était un peu compliqué. Il aurait fallu que je fasse une enquête de quelques années supplémentaires. Il aurait fallu, parce qu'après, à chaque fois, vous voyagez dans ces pays-là, vous voyagez même le plus souvent chez l'habitant. Oui. Et c'est ça qui rend les choses formidables, en fait. En fait, je voulais vraiment faire un livre sur la cuisine familiale, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des chefs. Alors, c'est très bien, les chefs. J'aime beaucoup aussi aller au restaurant. Mais c'est vrai qu'on parle pas de ceux qui font la cuisine, ou plutôt de celles qui font la cuisine tous les jours. Et je trouvais que c'était vraiment essentiel de les mettre en lumière, les mères, les grands-mères, et de montrer que la cuisine, c'est aussi de l'amour, c'est aussi du partage, de la convivialité. Et c'est quelque chose qui est tout à fait vrai pour les raviolis, parce que c'est un plat dont on partage non seulement la dégustation, mais en plus la confection. Le partage, le pliage, la préparation, tout ça est très important. Et le pliage, notamment, il y a des au milieu de votre livre, d'ailleurs, vous nous expliquez quelques-uns. Vous savez tous les plier, vous, ou pas? Oui, ce sont mes mains. Ah bah oui, voilà. Donc vous savez totalement les plier. Moi, j'ai trouvé que c'était totalement. Alors avec plus ou moins de vista. Oui, je vois bien. Mais il y en a qui sont plus doués que vous, c'est vrai. Mais là, parce qu'on va y venir, on est en Géorgie, j'ai trouvé que c'était tellement élégant. Donc une technique imparable, c'est Nino qui vous la montre. Il s'agit de souder chaque nouveau pli à la moitié du précédent en prenant garde de les coller à la même hauteur. On arrive ainsi à faire une couronne de pâte qui court tout autour du pourtour du sommet. Il suffit ensuite de resserrer le trou progressivement en laissant d'abord le pouce à l'intérieur pour bien souder les plis, puis de presser harmonieusement par l'extérieur en tournant le ravioli sur lui-même. Quand vous dites il suffit ensuite seulement, alors il suffit pas seulement, c'est carrément de la vraie technique, ça. Oui, c'est pas évident, surtout qu'en plus comme la farce est un peu liquide, elle risque de fuir à tout moment, et donc c'est sûr que non, c'est une technique qui met des années à vraiment rentrer, mais on peut quand même essayer. Moi, j'en fais régulièrement avec des amis, et au bout d'1 ou 2 essais ratés, on finit par. Celui que vous décrivez là, qu'on a décrit là, c'est le rinkali. C'est le rinkali, le géorgien, effectivement, qui est un peu c'est votre grande zéro du ravioli pour vous. C'est un peu le sésame pour entrer dans le monde des raviolis. Alors, il y avait aussi ceux de ma grand-mère quand j'étais petit qui ont joué un rôle, mais c'est celui-là qui m'a fait me dire que c'était vraiment un plat universel et surtout chéri
partout, un peu un plat national officieux, et que c'était quelque chose qui était vraiment qui avait un symbole assez fort, quoi, que c'était quelque chose qui faisait naître des étoiles dans les yeux quand on en parle et qui remontait toujours à l'enfance. Comment ça se fait que vous êtes tombé dans le ravioli, vous, Emmanuel ? Eh ben, c'est ma grand-mère qui faisait des raviolis quand j'étais jeune, puisque ma grand-mère est née en Chine, elle était française d'origine, mais elle est née en Chine. Elle en a ramené la langue et quelques recettes, dont les jiaozi, qui sont ces raviolis chinois à la viande et qui sont vraiment très bons et qu'elle faisait quand j'étais petit dans la cuisine de mes parents. Je me souviens encore de son geste, les ongles qui imprimaient sa marque dans la pâte. Vous en parlez beaucoup du geste parce que effectivement c'est très joli, c'est très artistique, c'est presque hypnotique en fait de voir faire on peut regarder, raviolis. On peut regarder longtemps les gens travailler à faire la pâte. Oui. Et vous racontez d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire, que pour le fameux rinkali sur lequel vous restez beaucoup en Géorgie, votre hôte le jette par terre pour être sûr qu'il est bien fait. Mais réellement, on fait pas ça. Rassurez-moi, on fait pas ça avec tous pour les manger après. Non. Mais vous me direz, ça va partir à l'eau bouillante, mais sur la table. C'est vrai ? Oui. Bah, c'est-à-dire que sinon, ça part, le bouillon, tout le bouillon part et le goût part avec, quoi. Donc ça fait une enveloppe de pâte un peu flasque et de la viande qui n'a plus beaucoup de goût, quoi. Et le but alors, parce que je disais il y a 16 pays, est-ce que le but c'était d'essayer de trouver le ravioli original ? Est-ce que vous avez trouvé le ravioli original ? En vous lisant, je me suis rendu compte qu'on savait pas très bien identifier, en fait. Eh ben non, et je pense que ça reste un mystère. J'aimerais bien que ça reste un mystère, en fait, parce que le ravioli est lui-même un plat mystérieux. Et alors on a quelques traces, on a des origines dans des anciens poèmes chinois, on a des fossiles qu'on a retrouvés à l'ouest de la Chine aussi. Des fossiles de ravioli ? Des fossiles de ravioli. Trop fort. Ouais. Mais on ne sait pas exactement. A priori, ça viendrait d'Asie centrale, puisque le blé qui a servi à faire ces raviolis-là est venu de Mésopotamie. Les premières traces qu'on en a trouvées sont en Chine, mais on en a trouvé aussi tout le long de la route de la soie, toute la chaîne des mantis, qu'on retrouve de Corée jusque dans les Balkans. Et je pense qu'il y a peut-être une origine dans ces coins-là, mais quand est-ce que ça remonte ? Qui a commencé ça? C'est un mystère. Je ne sais pas, je me souviens plus qui dans votre livre dit cette phrase. La vraie question, c'est pas de savoir qui a inventé l'instrument, mais qui en joue le mieux. Oui, c'est Nias Diassamidze, c'est un chanteur et joueur de guitare géorgien. Ben voilà, et il a bien raison. Le nom, en revanche, est italien, autant que je sache, autant que de ce ravioli, que je comprenne. Oui. L'étymologie qu'on retrouve, c'est italien, mais on ne sait pas non plus d'où ça vient. Il y a plusieurs explications. Certains disent que ça vient de Robiola, qui est le nom d'un petit fromage de chèvre et de vache. D'autres que ça vient d'une ville ou d'un marquis local, mais en fait, ou d'autres qui disent que ça serait du nom de la rave. En France, on appelait encore les petites raves des ravioles au XVIIIe siècle. Donc il y a plein d'explications, mais aucune n'est vraiment certifiée et satisfaisante. Expliquez-nous, puisqu'on est passé par l'Italie pour se demander si c'était pas de là que venait le nom, ce que sont les capelli antifascistes. Alors les capelletti antifascistes. Les capelletti, pardon. Oui. Sont des petits raviolis donc qu'on fait typiquement en général pour Noël, mais là qui sont faits pour la fête de l'Unité, l'Unità, donc qui est la fête de la libération de l'Italie en 44, et qui est faite par une bande. Alors c'est une bande de vieux communistes qui cuisinent pour une bande de jeunes anarchistes. Donc c'est assez rigolo, ils font ça tous les ans. Et donc surtout on fait chabro avec le lambrusco, donc un vin rouge pétillant qu'on rajoute dans le bouillon avec lequel sont servis les capelletti. Donc ça fait des capelletti qui sont rouges et donc vraiment antifascistes. C'est quoi la différence entre les capelletti et les tortellini d'ailleurs ? Alors, c'est la région. Ah oui, d'accord. La farce, il peut y avoir des petites différences. Par exemple, dans les tortellini, on va utiliser de la mortadelle de Bologne, on va utiliser du jambon de San Daniel et on va faire avec du parmesan. Dans les capelletti, on peut mettre un peu de parmesan aussi, mais parfois du pecorino. Ça dépend en fait de la région dans laquelle on est. Mais c'est une hérésie si on se trompe ou pas, parce que alors oui. Mais en Italie, il faut faire attention. Bah là, je vois votre tête là. Donc oui, c'est une hérésie si on se trompe vraisemblablement. Oui, c'est pas la même chose. Oui. Est-ce que vous en avez le pliage est différent. Alors voilà. Le tortellini est plié en forme d'anneau et le capelletti en forme de petit chapeau. Et la taille est un poil différente, non ? Est-ce que le tortellini n'est pas plus petit ? Plus ou moins la même. Okay. Ouais. Est-ce qu'il y en a deux pareils en fait ? Est-ce qu'il vous est arrivé au cours de votre voyage de dire c'est dingue, j'ai vu quasiment le même en Géorgie, en Tchéquie ou quelque part ailleurs, ou pas du tout ? Eh ben par exemple le ravioli que j'ai sur ma chemise. Vous avez un ravioli sur la chemise, il est très beau. Qui est un ravioli violet, qui est fait à base d'igname et qui se fait en Chine. Il a exactement la même forme en
torsade que les raviolis qu'on peut retrouver en Autriche, qui s'appellent les Käsnudeln, et qui sont farcis. Alors la farce est complètement différente, la pâte est différente, mais l'apparence est vraiment la même. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ça vous a intrigué? Est-ce que vous savez Oui, pourquoi ça m'a c'est les intrigué mêmes? parce qu'il y a aussi un geste, une forme qu'on retrouve très souvent, c'est celle de la tresse. Donc le pliage en pincé pour former une tresse sur le dessus. Et celui-là, quelqu'un m'a dit, c'est une théorie que ça serait le rapport en fait à la forme des cheveux, au tressage des cheveux tout simplement, et que comme ça aurait pu être une invention simultanée dans différents pays. Moi, j'aime bien aussi me dire que les gestes voyagent en même temps que les ingrédients et les plats, et je pense que c'est possible parce que les voyageurs vont toujours démontrer leur talent culinaire et les partager avec les invités. Mais sûrement parce qu'on parlait des plats tout à l'heure, les fameuses québécoises, c'est assez étonnant de se retrouver avec des raviolis dans ce coin-là, d'autant qu'effectivement vous en avez très peu trouvé, ou pas du tout d'ailleurs, trouvé ailleurs dans le continent américain. Là aussi, c'est comment on fait pour faire atterrir des raviolis jusqu'au Québec? Visiblement, de ce que je vous ai lu, ça date d'il y a très très longtemps en plus. Alors, un historien québécois lui affirme que ça serait des raviolis français qui seraient venus en Amérique du Nord et qui donc seraient les perdus Acadiens, en France. le Louis XIV, Les Acadiens, etc. Voilà. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi peut-être une partie des colons allemands et puis sans doute une partie aussi des natifs américains qui aimaient aussi farcir et qui faisaient des pains avec des fruits, des tubercules du continent et qui aimaient aussi farcir des choses. Donc je pense qu'il y a peut-être un mélange d'influence et une confluence de pâtes à cet endroit. Après, ce que vous dites dans votre livre, Miel Guillemin-Deschamps, on a parlé du pliage, de cette technique-là, c'est aussi que malheureusement tout cela se perd en fait, parce que ce qu'on voit beaucoup dans votre livre, d'abord on voit que ce sont les femmes qui sont en cuisine beaucoup quand même pour faire le pliage, on voit surtout que ce sont les grands-mères qui sont en cuisine le plus longtemps. Est-ce que ça veut dire que bientôt, y compris celui que vous avez sur votre chemise, là, plus personne ne saura le faire? J'espère que non. C'est aussi pour ça que j'ai fait un peu ce livre, pour que les gens puissent se réapproprier ce savoir-faire qui, c'est vrai, est en voie de disparition. En Italie, en France, c'est vrai qu'il n'y a plus que les grands-mères et encore parfois même les vieilles grands-mères. Et c'est quelque chose qui s'est pas forcément transmis parce que aujourd'hui les femmes travaillent, les gens ont plus le temps forcément de cuisiner autant à la maison. Et c'est quelque chose quand même qui prend du temps et qui nécessite d'être en fait en groupe, en collectif. C'est vrai qu'on s'est un peu individualisé, donc peut-être que ça s'est perdu, mais je désespère pas de relancer ça et de faire en sorte que les gens le fassent, si c'était en famille, entre amis aussi. Et ça aussi, justement, tiens, voilà, vous resterez pour le téléphone sonne tout à l'heure. Et ça aussi, c'est peut-être le fil rouge, en fait, entre chacun de vos raviolis. Il doit y avoir une communauté autour de la table. Oui. C'est vraiment un moment aussi au moment du pliage, mais c'est un vrai moment de partage. Il y a même un concours au nombre de raviolis que vous êtes capables tous de manger. Il faut que ça se passe avec les mains. Enfin, il y a quelque chose de... Au nombre de plis qu'on arrive à faire. Au nombre de plis, effectivement, que vous arrivez à faire sur ce ravioli. Il y a quelque chose de très commun, en fait, pour le coup, là, qui existe dans tous les pays que vous traversez. Ah oui, c'est une dimension collective, véritablement, qui est consubstantielle au ravioli. C'est quelque chose c'est un moment, en fait, où on prend du temps pour se parler, pour se raconter des nouvelles, pour se donner s'échanger les nouvelles du petit dernier et savoir où on en est dans la vie. Et c'est une manière de partager. En fait, on crée ensemble. Et il y a quelque chose d'assez fort, je trouve, là-dedans, dans ce geste qu'on imprime à la pâte. Il y a quelque chose une intention qu'on donne. Et quand on le fait à plusieurs, c'est d'autant plus enrichissant. Vous dites que, puisqu'il y a aussi du ravioli en France, il y a les ravioles, évidemment, les raviolis de Dauphiné, vous dites que là, pour le coup, ça se plie plus, ça se plie pas. Désormais parce que c'est trop petit et que c'est trop compliqué. Est-ce que ça veut dire que ça a été le cas et ça ne l'est plus? Est-ce que ça veut dire que là on est dans au fond l'industrie qui a rattrapé l'artisanat du ravioli? Alors oui, complètement, oui, parce qu'avant il y avait un artisanat des ravioleuses dans la Drôme, dans l'Isère, qui faisaient des ravioles pour les mariages, pour les baptêmes, pour les communions, et ça a été remplacé effectivement par des raviolis qui sont faits en plaques. Oui. On peut pas les faire aussi finement en fait. Alors c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire que les ravioles qu'on mange aujourd'hui, c'est plus celles qu'on mangeait autrefois parce qu'on peut pas faire des choses aussi petites, ou est-ce que on peut faire des choses aussi petites, mais par contre je sais pas si on peut faire des choses aussi fines parce que la pâte est vraiment très très fine. Puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste à peine une petite minute, je disais qu'il y avait 16 pays. Donnez-moi un nombre entre 1 et 16.
7. Alors attendez, est-ce que vous avez triché, que vous vous souvenez qui est votre pays numéro 7 ou pas? Non. Bon, bah, super, attendez, parce que moi il faut que je trouve la page. Autriche. Ah oui. Parlez-moi Très de beau pays l'Autriche. de ravioli. Voilà, ravioli Ah oui. d'Autriche. Oui, oui. Quelle est la spécificité du ravioli d'Autriche? Alors, il y a plusieurs raviolis en Autriche, déjà. C'est un pays dont la gastronomie est souvent insoupçonnée, et moi-même, je la soupçonnais pas. Ouais. C'est pas, vous voulez dire que c'est pas pour ça qu'on va en Autriche? Eh ben, les Allemands, si. Les Allemands viennent manger en Autriche, ils viennent se reposer en Autriche, et ils Et ont manger raison. en Autriche. Oui, oui. Et alors, on fait des raviolis, on fait des raviolis à la polenta et au speck, on fait des raviolis au graton de porc, et des raviolis qui sont comme une gangue qui s'ouvre, qui délivre son trésor quand on l'ouvre dans l'assiette. Allez-y, un autre numéro entre 1 et 16? Alors, 12. Alors attendez, bougez pas, 14... Ah bah non, on y a déjà été. Ah bah décidément, on n'arrête pas d'y aller. C'est la plotte du Québec, monsieur. Ben, voilà, donnez-moi un autre. Il nous reste 8 secondes. Allez, 8. Allez, 8, attendez, hop, 5, 6, 8. Ah bah Tchéquie. Tchéquie. Ah bah voilà, c'est là que j'ai appris qu'on pouvait faire des raviolis à Noël, et notamment en Tchéquie, Oui, oui. dans mes souvenirs. On fait des raviolis aux fruits aussi. Ah oui, il y a des raviolis sucrés, Oui, formidable. On enrobe un fruit entier dans de la pâte, c'est en fait de la pâte à gnocchi, donc de la pâte de pomme de terre, qu'on farcit avec une prune, ou un abricot, ou une fraise, ou n'importe quoi, tout ce qu'on veut en fait, même de la compote. Eh ben, et c'est formidable, Emmanuel Guillemin-Deschamps, votre livre s'appelle Radio-Livre, le bien nommé, le tour du monde d'un fou de ravioli, route, recettes et tour de main. Et pour ceux qui nous écoutent, effectivement, c'est rempli de recettes, donc on peut essayer, on voit vos mains pour le pliage, on voit le nombre de rainures, c'est très très bien fait, c'est très joli. Merci beaucoup. Merci. Merci vraiment de votre passage chez nous. La suite, ce soir, et ça n'a rien à voir, c'est le reportage d'un jour dans le monde. Nous sommes au Maroc avec une troupe de transformistes incroyables que je vais vous laisser découvrir. Pour aller jusqu'à 19h, il y a sous les radars Xavier Demany. Oui, je vous parle d'un pays où aujourd'hui on ne fête presque pas Noël. Allez, le monde à 18h50 et Virginie Pironon. Quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine en 2025, Vladimir Poutine poursuivra sa croisade contre l'Occident. Et le cinéma en VO, c'est vous, Corinne Pellissier. Bonsoir, Corinne. Bonsoir, un petit tour à la patinoire ce soir pour digérer la bûche. Un très beau film japonais, My Sunshine, sur les tourments de l'adolescence dans la lignée de Koreeda. Allez, restez avec nous. Le tour de la planète continue en ce 25 décembre avec The Sacred Souls. Ils sont de San Diego. Tout l'album a été enregistré à l'ancienne sur bande. Lucid Girl est en playlist sur Inter. Told it so many times that I know it so well. There was a girl who fell for two, herself and then this man she knew. He said you have to choose a love for me or you. She chose herself and then she grew. She's a lucid girl in this cold, cold world. She's a lucid girl. She can't be held down by this world. Can't be held down by this world. Can't be held down by this world. Can't be held down. There was a girl who wanted change, something different from what she knew. One day she had to choose the world and all its views, our whole world, and that's how she flew. She's a lucid girl in this cold, cold world. She's a lucid girl. She can't be held down by this world. Can't be held down by this world. Can't be held down by this world.
Le reportage d'Un jour dans le monde est au Maroc ce soir avec une troupe de transformistes, comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs. Je vous présente le cabaret Sherats. Ils sont gonflés, ils brisent les stéréotypes de genre en s'appuyant sur la figure des Sherats, qui étaient des chanteuses populaires marocaines indépendantes, libres et parfois mises au banc de la société. Cette année, ces hommes habillés, maquillés en femmes, ont joué pour la première fois en plein air à l'occasion d'un festival à Tanger. Et le reste, c'est François Humbert-Katadji qui raconte. Sur scène, les artistes du cabaret Sherats ont revêtu leur parure de leur double féminin. Ils lèvent les bras et font danser leur bassin. Ils sont Sherats, en hommage à ces chanteuses populaires marocaines du 19e et 20e siècle. Dans le public, des cris de joie, des applaudissements et quelques regards médusés. Une petite poignée de spectateurs préfèrent quitter les lieux en lançant des messages de désapprobation. Car la troupe de transformistes ou de drag queens, selon les interprétations, révolutionne le spectacle vivant au Maroc en jouant des tabous. Ce soir-là, la troupe venue de Casablanca se produit pour la première fois gratuitement et en plein air au Maroc. Ayoub, qui connaissait cette troupe de la scène underground, s'étonne de l'avoir ainsi exposée. C'est un sujet très difficile au Maroc parce qu'il y a plusieurs spectateurs qui pensent que c'est l'homosexualité. Et dans le Maroc, il y a un problème de ce sujet de l'homosexualité. Certains spectateurs, comme Nouha, se laissent doucement convaincre par la proposition artistique. C'est surprenant, c'est étonnant, c'est trop différent. En premier lieu, ça m'a choqué. Mais maintenant, je trouve sympa, je trouve bien. Pour rencontrer les artistes à l'origine de ce projet inédit, direction Casablanca. Longtemps, les 13 membres de la troupe ont jonglé entre la direction d'une école de théâtre et les concerts dans la cave d'un petit bar de Casablanca. Mais après 8 ans d'existence et un succès qui dépasse désormais les frontières du Maroc, elle a choisi de s'installer dans son nouveau QG, dans un appartement du quartier de Mars Sultan, centre névralgique de la scène culturelle alternative kazaoui. Ce petit salon, on le transforme en un petit théâtre de salon. Donc dans la troupe, on est un peu à la méthode théâtre du soleil, c'est-à-dire on est des comédiens, musiciens, danseurs, chanteurs. Hassan El Hakim, le metteur en scène à l'origine de ce cabaret matrimonial, comme il le décrit, reçoit cette fois sans phare ni maquillage. Son double, Houria, n'est pas bien loin, mais aujourd'hui il a troqué sa robe pour un sweatshirt décontracté. Le comédien de formation revient sur le concert de Tanger. Tanger, c'était juste l'un des meilleurs concerts que j'ai fait de toute ma carrière de Sheikha. C'était ça, il y avait un risque. En même temps, on n'y avait pas parce qu'on nous a demandé s'il fallait mettre plus de sécurité. Je fais non, pas du tout. On est là déjà, nous, en tant que Sheikhat. Et en plus, si on met de la sécurité, les gens ils vont se dire pourquoi il y a plus de sécurité. Donc, je préfère qu'on reste comme ça, ouvert. Pour moi, ça s'est bien passé. J'ai vu tout ce monde rester jusqu'à la fin, presque tout le monde. Si la troupe a fait l'objet de nombreuses attaques sur Internet ou dans la presse locale, le metteur en scène préfère éviter le débat et s'appuie sur le passé et les traditions marocaines, parfois méconnues des plus jeunes. Les grands-parents de ces gens qui étaient là, ils sont tous allés voir le Khomsi danser comme une femme. Et le Khomsi, c'était un montagnard de la région, tu vois. C'était pas quelqu'un qui venait de Danemark. C'est un gars de la région du Nord. Et cette tradition, elle existait. Et je crois qu'elle existe encore dans certains villages, îles isolés dans les montagnes. Des hommes qui dansent avec les habits des femmes. Les membres du cabaret, érudits, passionnés d'histoire, toujours à la recherche des paroles de chansons anciennes écrites en arabe dialectal, aiment également invoquer la figure de l'artiste marocaine transgenre Bouchaïb El Bidawi, l'une des stars les plus iconiques des années 50, qui, comme eux, a participé à questionner les stéréotypes de genre. François Humbert-Katadji pour le reportage au Maroc. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Xavier Demany. Ah bah oui, en effet, vous nous avez rien épargné. En ce 25 décembre, nous sommes donc dans l'ambiance et nous partons d'abord en Uruguay. Oui, pays qui fait figure d'exception dans une Amérique latine pourtant très catholique, car personne n'y fête
officiellement Noël. En effet, depuis 1919 et une loi de séparation de l'Église et de l'État, les jours fériés religieux n'existent plus dans le calendrier national. On célèbre donc la famille le 25 décembre et les enfants à la place de l'épiphanie. Les signes religieux sont aussi proscrits des lieux publics, pas de crèche par exemple. Il n'est évidemment pas interdit de fêter Noël, contrairement à d'autres pays où c'est carrément prohibé. D'ailleurs, les Uruguayens se réunissent autour du sapin, s'offrent des cadeaux et décorent les maisons, mais célèbrent surtout donc un moment de partage. Ça n'en est pas moins festif. Aujourd'hui, 42% de la population se dit catholique, mais 47%, près de la moitié, se déclarent sans religion. On leur souhaite donc un bon Dia de la Familia. Changement d'ambiance, mais alors totalement en direction de la Corée du Nord, où il ne fait pas bon se fâcher avec son mari ou avec sa femme. Oui, car le divorce y est puni et désormais plus sévèrement encore qu'avant. Les deux conjoints, s'ils se séparent, risquent même une peine de plusieurs mois dans un camp de travail, comme l'ont raconté des Nord-Coréens à Radio Free Asia. Cette sévérité extrême n'est pas complètement nouvelle, puisque jusqu'ici, le premier des deux conjoints qui demandait le divorce était déjà puni, même s'il ou elle était victime de violence. Le divorce est globalement mal vu en Corée du Nord, considéré comme un acte déviant, mettant en péril l'image de la famille harmonieuse et contre lequel le régime lutte ardemment, mais dont le nombre augmente visiblement depuis la pandémie de Covid, d'où ce virage punitif qui peut aussi inclure une perte d'avantages ou l'humiliation publique des proches des divorcés. La dernière escale ce soir, Xavier, c'est pour la Russie avec la découverte d'un petit mammouth pas tout jeune. Oui, 50 000 ans d'âge et quasiment intact, ce mammouth. Il a été découvert cet été dans le grand nord de la Russie, zone très peu peuplée, mais n'a été présenté qu'en début de semaine à la communauté scientifique. Ce bébé mammouth est une femelle baptisée Yana, comme la rivière près de laquelle elle a été retrouvée. Elle mesure 1,20 m de hauteur pour 2 mètres de long et 180 kilos. Ce qui est exceptionnel, c'est bel et bien son état de conservation et de préservation. La tête, le tronc, les oreilles, la bouche ne présentent aucun dommage ou déformation. Et l'université de Yakoutsk, la capitale de la région, affirme qu'il pourrait s'agir du spécimen le mieux préservé au monde et parle d'une découverte unique. Même si c'est assez rare, d'autres animaux préhistoriques ont été découverts dans ce même secteur. La Yakoutie, grande comme 5 fois la France, est bordée par l'océan Arctique où le permafrost agit comme un vrai congélateur géant. Xavier Demany, merci beaucoup. On change carrément de climat, Xavier. Vous partez avec Senior Coconut. Derrière ce nom, figurez-vous qu'il y a un Allemand qui vit au Chili. Ça devient difficile à suivre, qui fait des remixes de rumba et de cha-cha-cha. Je vous laisse deviner de quel morceau il s'agit ici. C'est connu, c'est français et ça a fait le tour du monde.
Señor Coconut et sa version de Round the World sur France Inter. Le Monde à 18h50, c'est Virginie Pironon ce soir. How dare you? Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et toute cette semaine, Le Monde à 18h50, ce sont les paris de la rédaction internationale de Radio France pour 2025. Optimiste ou pessimiste, nous allons ce soir en Ukraine alors que les troupes russes ne cessent de gagner du terrain et que Donald Trump, bientôt investi, dit vouloir arrêter ce carnage. Ce sont ses mots. Vous nous dites, Virginie Pironon, que quoi qu'il se passe, 2025 n'arrêtera jamais Vladimir Poutine. Rien ne l'arrêtera, non, dans sa guerre contre l'Occident, même si 2025 sera sans aucun doute l'année des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Tout converge en ce sens, l'élection de Donald Trump, la fatigue des Ukrainiens et en Russie, une économie en berne et un pays très affaibli sur la scène internationale. Alors maintenant, évidemment, la question qui se pose, c'est quelle paix entre Kiev et Moscou ? Volodymyr Zelensky ne cesse de le répéter. Il la souhaite évidemment durable, une paix que Vladimir Poutine ne pourrait pas briser. Oui, mais voilà, la crainte aujourd'hui de l'Ukraine et de ses alliés, c'est que les États-Unis et donc Donald Trump forcent Kiev à faire des concessions majeures. Ce serait offrir une victoire géopolitique au Kremlin. Et donc l'inquiétude, ce serait que Vladimir Poutine ensuite se sente pousser des ailes. Exactement, c'est la crainte de nombreux pays d'ex-Union soviétique, comme les pays baltes, mais aussi en Europe centrale et orientale. S'il obtient trop d'avantages, le chef du Kremlin pourrait être tenté, pourquoi pas, un jour d'attaquer ailleurs. Et puis si le résultat de ces négociations conduit à un gel du conflit, là aussi, il y aurait danger. Rappelons que dans ce cas, l'Ukraine céderait la Crimée, occupée depuis 2014, les régions de Donetsk et de Lugansk, ainsi qu'une partie de celle de Kherson et de Zaporizhia. C'est 20% du territoire ukrainien, territoire que Moscou ne manquerait pas d'instrumentaliser à nouveau. Pour la Russie, l'exploitation des conflits gelés, ça remonte à l'URSS, est érigée en stratégie politique. Quelques exemples, les troupes russes en Transnistrie, sur le territoire de la Moldavie, ou encore les régions séparatistes pro-russes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud en Géorgie. Et c'est sans compter, Virginie, la guerre hybride, la propagande russe qui continue de battre son plein. Faux sites d'information, articles diffamatoires, cyberattaques, à chaque fois les techniques sont les mêmes. On vient de parler de la Géorgie et de la Moldavie, deux pays dans lesquels viennent de se tenir des élections. Et dans les deux cas, la Russie a utilisé des médias pour diffuser des récits anti-occidentaux. Stratégie payante en Géorgie, où le gouvernement pro-russe est accusé de dérive autoritaire. Beaucoup moins, en revanche, en Moldavie, où la pro-européenne Maia Sandu a fini par être réélue à la tête du pays. Et maintenant, d'ailleurs, Moscou y exerce un chantage au gaz. Plus près de nous, au sein de l'Union européenne, il y a les pays qui entretiennent une certaine proximité avec Moscou, comme la Slovaquie, la Hongrie. En Roumanie, les partis proches du Kremlin ont engrangé cette fin d'année des scores très élevés. Et la semaine dernière, c'est l'Allemagne qui a tiré la sonnette d'alarme. Berlin dit craindre pour les législatives de février. Des médias liés à la Russie mènent une campagne de désinformation cherchant à renforcer la popularité du parti d'extrême droite, l'AfD. Et puis la France non plus n'est pas épargnée. Le Quai d'Orsay l'affirmait la semaine dernière. Il a la preuve que la Russie tente de manipuler là aussi des influenceurs. Bref, en 2025, peu de chances que Vladimir Poutine lâche la pression. Sa guerre contre l'Occident ne s'est jamais portée aussi bien. Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France, merci beaucoup. Le mercredi, Noël compris, c'est le cinéma en VO. Moteur. France Inter. Un jour dans le monde. 顔から言ってる正面 その靴じゃいつまで経ってもスピンをできないよ Le cinéma en VO sous la neige. Ce soir, nous partons pour le Japon à la découverte d'un nouveau talent. Il s'appelle Hiroshi Okuyama. Il a 28 ans seulement. En compétition au dernier festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Il sort aujourd'hui son deuxième film qui s'appelle My Sunshine sur le thème du patin à glace. Et vous nous le recommandez chaudement, Corinne Pellissier. La neige au cinéma, tout de suite un décor, une atmosphère à part, beaucoup de poésie, un peu comme dans ces boules à neige qu'on secoue avec des petits personnages à l'intérieur. Ici, un garçon, une fille, Takuya et Sakura que l'on rencontre à leur entrée dans l'adolescence sur une patinoire de l'île d'Hokkaido au nord du Japon.
C'est un film très doux sur l'enfance, ses tourments, le sentiment amoureux, la solitude, la peur de l'autre, trouver sa place, être accepté. Une veine que le cinéaste avait déjà commencé à creuser en 2019 avec son premier film qui s'appelait Jésus, autour d'un petit garçon qui développe une amitié imaginaire avec le Christ. À l'époque, Hiroshi Okuyama avait 23 ans. On l'a beaucoup comparé à son modèle Koreeda, qui lui aussi explore énormément dans ses films ce thème de l'enfance, sans doute parce qu'il n'y a pas de meilleur spot pour observer la société japonaise. J'ai évidemment été influencée par Hirokazu Koreeda et dans sa façon de travailler avec les enfants, il utilise notamment cette méthode qui consiste à ne pas donner de script aux enfants. Et donc moi, de la même manière, je crois que j'ai reçu ça de lui au départ et que j'essaye de l'appliquer, on va dire, à mon travail à moi et de me le réapproprier à ma façon. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'être à hauteur d'enfant et d'essayer de réenvisager les choses, on va dire, avec le regard d'un enfant. Voilà, de considérer la société ou de rescruter la société à travers leurs yeux, c'est de rejouer, on va dire, des émotions qu'on pouvait avoir quand on était plus jeune, quand on est plus petit. Tout a tendance à être soit très vite beaucoup plus sujet d'émerveillement, par exemple, ou en tout cas les émotions vont être plus fortes. On va être pour de petites choses beaucoup plus désespérées qu'on ne peut l'être une fois qu'on est adulte. Et je pense que ça permet vraiment de donner du relief, d'apporter un petit peu de dramaturgie à des situations. Et c'est aussi ce qui m'intéresse à travers le regard de l'enfant. Et alors pourquoi le patinage ? Pour faire ce film, Hiroshi Okuyama s'est beaucoup inspiré de ses souvenirs. Lui-même était très attiré par le patinage enfant. Mais ce qui l'a toujours surpris, c'est la place de l'individu dans un pays où tout est très codifié et tourné vers le groupe. Le jeune garçon du film va subir beaucoup de moqueries, de critiques, parce qu'au lieu de faire du baseball ou du hockey comme les autres, eh bien, il décide, pour les beaux yeux d'une fille, de se mettre au patinage. Ce qui produit à l'écran des moments très doux, très harmonieux, autour de la grâce des corps, des chorégraphies. Tout ça dans des tons pastels, très sobres, magnifiques, très léger, mais qui cache en creux une grande solitude et des sujets en apparence anodins qui vont conduire au délitement de la relation entre les personnages. Faire un film sur l'enfance, ça me permet aussi de réinterroger peut-être mon expérience personnelle, puisque au départ, à l'origine du film, il y a souvent une expérience intime, une expérience propre, et le fait de faire un film à partir de ce matériau-là, ça me permet quelque part d'avoir comme une histoire parallèle, c'est-à-dire de réinterroger des choses, de réaliser des choses peut-être que je ne voyais pas à l'époque, et donc à travers ça aussi d'interroger la question de la place de chacun ou la question du vécu de chacun. Je ne pense pas être le seul dans cette situation, mais ça m'est arrivé en effet d'avoir du mal à trouver ma place parfois, ou en tout cas de me sentir seule. On se dit souvent, si seulement j'avais quelqu'un comme ça, une personne un peu refuge, ou une personne ressource. Et je pense que c'est ce rôle-là que joue l'entraîneur Arakawa dans le film. Ces figures-là, on va dire, permettent d'adoucir l'expérience difficile parfois de trouver sa place. Ça s'appelle My Sunshine, signé du japonais Hiroshi Okuyama. C'est au cinéma ce mercredi. Corinne Pellissier, merci beaucoup. On se retrouve mercredi prochain.